Monsieur le Président de la Fédération nationale des groupements d'employeurs agricoles et ruraux, cher Gilles Duquet, Monsieur le Président de la FNSEA, cher Xavier Belin, Mesdames et Messieurs, permettez-moi en introduction, puisque nos amis belges ont été durement frappés ce matin par cette réelle tragédie, d'exprimer tout simplement ici notre immense solidarité, à la fois pour les familles des victimes, pour les victimes, pour les nombreux blessés, pour ceux qui sont décédés. Et en même temps, vous voyez bien que nous sommes dans cet état de guerre permanent. Et nous avons eu l'occasion d'en parler, bien sûr, avec le président Belin à l'instant. Mais je crois que c'est aussi encore pour nous, aujourd'hui, une journée bien sombre dans l'espace européen de ce point de vue-là. Et donc, je voulais, en introduction, en dire quelques mots, bien évidemment. Monsieur le Président, je m'étais engagée en effet à venir. Et sachez que malgré ce contexte particulièrement grave, je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Et quelque part, je me sens aussi, autorisez-moi à m'y sentir un peu chez moi. Peut-être que vous le savez, je suis fille de commerçant, mais je suis aussi une petite fille d'agriculteurs bretons du Nord Finistère. Et je crois donc pouvoir dire, puisque vous venez d'exprimer quelques mots sur la modernité, je crois donc pouvoir dire que je ressens vraiment un attachement particulier pour ce trait d'union qu'incarne le monde agricole entre les traditions et justement cette modernité. Je me réjouis également de pouvoir intervenir sur les groupements d'employeurs qui sont une très très belle idée, bien évidemment. Une très belle idée et pas du tout une idée abstraite, non. Une idée particulièrement concrète, au service bien sûr de notre économie, au service de l'emploi, au service de ces acteurs, et j'aurai l'occasion d'y revenir. Je crois qu'on vous le dit régulièrement, et d'ailleurs à raison, et j'entends beaucoup, notamment de sénatrices et de sénateurs, s'exprimer dans cette enceinte. Si l'agriculture compte tant dans notre histoire, dans notre culture, dans nos valeurs, c'est parce qu'elle constitue bien sûr un pilier de notre identité et aussi de notre fierté collective. Mais l'agriculture, vous le savez, joue un rôle dans notre développement et notre rayonnement, et c'est parce que les agriculteurs sont à la fois des entrepreneurs, des innovateurs également, et puis des gestionnaires aussi, et de plus en plus parfois, malheureusement, comme vous le dites. Je ne méconnais pas, bien sûr, vos difficultés à gérer vos exploitations dans un contexte, bien sûr, de concurrence exacerbée, tant au niveau mondial qu'européen. Ce n'est pas moi. Là, c'est sûr. Je le disais, je ne méconnais pas, bien sûr, les difficultés, mais j'admire votre dynamisme, j'admire vos atouts, votre détermination, votre ingéniosité. Et en tant que ministre du Travail et de l'Emploi, je sais surtout ce que l'agriculture représente comme chance pour l'emploi dans notre pays. Elle offre bien sûr des emplois à tous les publics, sur l'ensemble du territoire. Et je salue d'ailleurs les engagements, tant quantitatifs que qualitatifs, que votre branche professionnelle a pris l'année dernière en matière d'emploi, d'alternance, d'insertion, de sécurisation des parcours et de développement professionnel à travers l'accord national sur le pacte de responsabilité. On ne peut pas le dire de l'ensemble des branches professionnelles. Et donc je tenais ici, bien sûr, à le souligner et à le saluer. Ce rôle et cette ambition positionnent clairement les partenaires sociaux de votre branche, dont celle que vous présidez, Monsieur le Président Belin, comme des interlocuteurs privilégiés. Je vous suis donc très reconnaissante à la fois des contributions qui ont été les vôtres dans le cadre de la concertation que j'ai menée pour élaborer le projet de loi que je présenterai jeudi en Conseil des ministres. Et justement, je souhaiterais revenir devant vous sur certains de ces points. Vous l'avez fait à l'instant et je voudrais ici m'exprimer. Un mot d'abord, bien sûr, sur la philosophie. La philosophie de cette loi qui marque un véritable tournant dans notre droit du travail. Cette loi, elle donne en effet une place sans précédent à la négociation collective pour ouvrir de nouvelles souplesses aux entreprises et aux branches, des souplesses négociées. Je voudrais vous rassurer sur un point que vous avez, sur lesquels vous m'aviez sollicité dans le cadre des concertations, c'était véritablement le rôle de la branche
et je tiens ici à le redire, il n'est pas question dans cette loi de remettre en cause la négociation des branches au profit des accords d'entreprise. Bien au contraire, les deux niveaux seront renforcés parce qu'une démocratie sociale qui fonctionne, c'est une démocratie sociale qui marche aussi sur ses deux jambes. D'abord, la loi posera le principe selon lequel la négociation de branche vise à créer un socle de droits communs, c'était une de vos demandes, et à réguler la concurrence entre les entreprises d'un même secteur. Les branches professionnelles deviendront également plus visibles et plus autonomes par l'institution des comités permanents, chargés à la fois de fixer l'agenda social et ayant la liberté de moduler, par accord, l'agenda des négociations, y compris celles qui seront rendues obligatoires par le Code du travail. Elles devront se réunir régulièrement et produire un rapport de branche. Enfin, le nombre de branches sera réduit pour rendre la négociation encore plus dynamique à ce niveau. Ma volonté n'est pas de remettre en cause les négociations qui fonctionnent, je vous l'ai dit, je vous le reconfirme ici, ni bien sûr de nier les spécificités sectorielles. La production agricole, vous l'avez montré, jouit d'un dialogue social actif, comme l'ont montré à l'instant, comme je l'ai dit, les négociations autour du pacte de responsabilité. Je sais aussi que votre secteur a de nombreux accords locaux qui sont régulièrement renégociés et apportent de vrais bénéfices aux salariés et aux entreprises. Il ne sera pas question d'affaiblir tout cela, mais simplement d'avoir un socle commun qui sera celui de la branche au niveau national. Vous n'avez d'ailleurs pas attendu le projet de loi, comme vous venez de le dire, pour y travailler. Et je salue bien sûr la démarche engagée par le secteur qui s'appuie largement sur le dialogue social. Je suis cela de près et saurai en tenir compte lorsque j'engagerai, question qui vous inquiète parfois, la fusion des branches territoriales d'ici la fin de l'année. Ce rôle renforcé de la branche permettra de mieux appuyer les TPE, ce qui est une préoccupation bien sûr majeure de ce projet de loi. Plusieurs mesures fortes seront prises. D'abord, le projet de loi fera en sorte que les TPE aient accès à toutes les souplesses qui seront permises sur le temps de travail. Je sais que c'est une question qui est importante, car il nous a souvent été reproché d'ouvrir des espaces de négociation en laissant de côté les petites entreprises. Le projet de loi y remédiera sur 3 aspects. Le premier, c'est donner la possibilité aux branches de conclure des accords types qui sont à trous, quelque part, qui seront déclinables dans les TPE. Concrètement, c'est peut-être pas dans le cadre de l'agriculture, mais vous avez des cadres en forfait jour, il doit y travailler entre 215 et 218 jours, voilà l'accord tel qu'il est négocié au niveau des branches, et puis à l'intérieur, l'employeur décidera justement où il met le curseur. En élargissant également, deuxième aspect, à tous les sujets du Code du travail, le champ de la négociation avec les salariés mandatés par une organisation syndicale. Et puis, mesure unilatérale qui est restée dans la version 2, on va dire, du projet, c'est la possibilité de décider unilatéralement dans les TPE, dans les entreprises de moins de 50, la possibilité de moduler le temps de travail, aujourd'hui possible jusqu'à 28 jours. Demain, avec la loi, ça sera jusqu'à 9 semaines. Les TPE pourront donc mieux s'adapter à la fois aux fluctuations de l'activité, par exemple en fonction des saisons, qui est bien sûr une de vos revendications. Vous le savez, le projet de loi permettra également de donner beaucoup plus de lisibilité et de visibilité aux petites entreprises sur la rupture du contrat de travail. La crainte du coût du licenciement est une réalité, j'en suis convaincue, et c'est pour la lever, pour libérer les embauches, notamment en CDI, que la loi définira beaucoup plus précisément le motif économique du licenciement. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'on va sur les licenciements pour motif personnel ou sur des ruptures conventionnelles, alors même que le salarié est mieux protégé si c'est une procédure de licenciement économique. Et puis, le barème indicatif devant les juridictions prud'homales sera également instauré. Je n'ai pas besoin de ma loi, ça a été voté dans la loi croissance et activité. Nous allons donc prendre le décret. Enfin, nous avons aussi créé des cellules d'appui à destination des TPE et des PME qui seront mises en place dans les directs pour leur faciliter à la fois la compréhension du droit du travail, parce qu'en effet, dans les TPE, il n'y a pas de responsable, il n'y a pas de DRH, il n'y a pas de service juridique, il n'y a pas de... Et donc, l'enjeu, c'est qu'on puisse avoir une information directe sur toutes les questions relatives au droit du travail au sein des directs, et pour aussi les aider
en termes d'accès aux dispositifs favorables au développement et au maintien de l'emploi. La question de l'activité partielle, on a fait des modifications de ce point de vue-là. Il est très peu utilisé, alors même qu'il y a la possibilité pour bon nombre d'entre vous de l'utiliser. Voilà, c'est positionner l'administration vraiment en soutien et en contact. Pour moi, c'est essentiel. Alors, j'ai bien entendu dans vos propos, Monsieur le Président, que d'autres sujets de la loi vous rendaient vigilant. Vous avez parlé, par exemple, de la question de la taxation des contrats courts. Ce sujet est entre les mains des partenaires sociaux. Mais bien sûr, je serai attentive à l'avis que la FNSEA exprimera en ce domaine, mais cela relève de la Convention à assurance chômage et celle-ci ne se décide qu'avec les partenaires sociaux. Voilà. Je pense aussi, bien sûr, à la question de la pénibilité. La mise en place du compte pénibilité dans le cadre de la réforme des retraites, et vous le savez tous, et je crois que ce n'est pas cet objet-là que vous redoutez, c'est une mesure de justice sociale en faveur des salariés qui sont exposés à des conditions de travail susceptibles de laisser bien sûr des traces irréversibles sur leur santé. Son déploiement dans les entreprises agricoles, parfois de toute petite taille, doit cependant faire l'objet, j'en suis convaincue, d'un soutien bien sûr technique et méthodologique important. Aussi, suite à une rencontre que vous avez eue avec le Premier ministre, j'ai demandé à la DGT, la Direction générale du travail, et à l'ANACT de travailler en ce sens. Je les saisirai sur la question du sol mou ou dur, s'agissant des tracteurs, afin que vous puissiez avoir une réponse très opérationnelle. Je n'y manquerai pas, mais je pense qu'il faut partir de la réalité. Mais je crois qu'ils sont là véritablement pour vous, justement pour que nous arrivions, en termes de méthode, à lever les réticences. Cette loi travail, je ne vais pas l'appeler El Khomri, ma modestie m'interdit de la nommer El Khomri, mais elle est loin de certaines véritablement de caricatures qui ont été mises en place et qui ont pu entourer la première mouture du texte. Ce qui se joue là, et moi c'est vrai que je n'ai pas une vision manichéenne de la société française, ce qui se joue là, c'est notre capacité à la fois d'avoir une vision, d'assumer un acte de confiance en direction des chefs d'entreprise, d'assumer un acte de confiance en direction des représentants des salariés et d'assumer un acte de confiance en direction des salariés parce que cette loi, elle propose vraiment des nouveaux droits pour tous les salariés les moins qualifiés en termes de formation, les moins qualifiés de notre pays, des nouveaux droits aussi pour l'ensemble des demandeurs d'emploi les moins qualifiés non plus. Et je crois que c'est important que nous arrivions à dépasser ces blocages dans notre société et ne pas voir le chef d'entreprise en attendant qu'une chose, c'est qu'il ait envie de licencier. Ce n'est pas la réalité, et ce n'est encore moins la réalité des petites et moyennes entreprises. Mais le sujet est délicat, et bien évidemment, on voit aussi bien souvent beaucoup de postures autour de ces questions-là. Moi, je pense que notre pays doit avancer. C'est pour ça que je suis convaincue de cette loi, et c'est pour ça que je souhaite qu'il y aura bien sûr un débat parlementaire. Le débat sera riche, mais je crois qu'il est important et que nous avons peut-être ici aussi une occasion historique de lever justement ces postures et faire avancer dans cet acte de confiance à la fois en direction des chefs d'entreprise et des salariés. Et pour moi, c'est ça qui pourra permettre justement de renforcer l'emploi, la création d'emplois et notamment d'emplois durables. Donc il faut que nous ayons un diagnostic lucide sur la situation dans notre pays. Nous avons vraiment recherché le meilleur équilibre possible entre les besoins de souplesse du côté des entreprises et les besoins de nouvelles protections. Et je crois qu'aujourd'hui, l'immobilisme, c'est ce qui mine notre modèle social. Et d'avoir, par exemple, dans le cadre du compte personnel d'activité, des droits attachés à la personne et non pas au statut, c'est ça aussi la vraie modernité aujourd'hui. Et tout ceci, bien sûr, en replaçant la négociation collective et le dialogue social au centre d'une dynamique, en essayant de passer d'une culture de l'affrontement à une culture du compromis. Voilà concrètement ce qui se joue autour de ce projet de loi. Et nous avons aussi invité dans le projet de loi à négocier, par exemple sur la reconduction du contrat saisonnier lorsque c'est nécessaire. Et de ce point de vue, je peux vous dire combien j'adhère à la philosophie, bien sûr, des groupements d'employeurs, et combien je me réjouis ici de saluer le dynamisme et les 30 ans, leur anniversaire. Je les considère aussi comme des outils adaptés aux besoins des entreprises et au service de la stabilisation de l'emploi. En résumé, c'est une idée simple, mais tout à fait excellente, pour permettre et pour mettre la solidarité et la mutualisation au service justement de cette efficacité économique et sociale que nous recherchons tous. Et c'est une démonstration très concrète
que la France sait inventer des outils de flexi-sécurité, ces groupements d'employeurs. Et ce n'est donc pas un hasard si les premiers groupements d'employeurs sont nés des besoins du secteur agricole. Je sais qu'il y a d'autres secteurs qui sont représentés et je m'excuse bien sûr pour les autres secteurs, je pense au sport, vous les avez salués tout à l'heure, mais le secteur agricole, pourquoi? Parce qu'il est marqué à la fois par la saisonnalité de l'emploi agricole et aussi la nécessité de stabiliser la main-d'œuvre sur le territoire. 30 ans après la création de ces groupements d'entreprises, vous démontrez à la fois un beau dynamisme à travers le nombre de salariés, d'établissements concernés, 3800, vous avez dit tout à l'heure, une croissance de près de 17% depuis 2003, plus rapide que pour les autres groupements d'employeurs. Mais je sais que vous rencontrez également des difficultés, vous en avez exprimé quelques-unes, à la fois pour consolider pleinement la question des temps de travail. La moitié des heures travaillées concernent des CDI, et vos implantations, notamment en zone rurale, ne permettent pas d'aller au-delà sur les activités strictement agricoles. Vos choix de groupement à l'échelle départementale ou bien de développement de groupements multi-activités sont bien sûr à encourager. L'enjeu est donc aujourd'hui d'identifier les meilleurs moyens d'accroître votre activité et de proposer à vos salariés les meilleures conditions d'emploi possibles. Nous préférons toujours que les chefs d'entreprise choisissent de privilégier l'emploi local plutôt, concrètement, de faire appel au travail détaché. C'est quand même le sujet qui nous est posé. Et la réalité du monde du travail, quand j'en parlais tout à l'heure, c'est aussi lutter contre cette hyper-fragmentation du monde du travail où on contourne le droit du travail en faisant appel au travail détaché ou alors en faisant appel à des indépendants. C'est aussi ça, cette réalité que nous devons regarder en face. Soit dit en passant, il ne vous aura pas échappé, vous l'avez souligné, que le projet de loi comporte aussi de nouvelles mesures s'agissant du travail détaché, de lutte contre la fraude au détachement. À leur échelle, les groupements d'employeurs peuvent contribuer à favoriser l'utilisation de la main-d'œuvre du territoire, s'ils trouvent leur modèle économique et de développement, et vous le démontrez tous les jours. Je sais que vos échanges porteront en partie cette épineuse question du développement des groupements d'employeurs. Je ne doute pas qu'en émergeront des idées et propositions qui reviendront ensuite jusqu'à moi et jusqu'au débat parlementaire. Le débat parlementaire doit venir enrichir ce projet de loi. Je pense que vous pouvez être force de proposition à partir du moment où moi-même j'ai introduit déjà une disposition sur les groupements d'employeurs. Vous pouvez être force de proposition en la matière. Et je voudrais réagir à quelques mesures, puisque déjà j'avais été sollicitée. Vous souhaitez notamment une adaptation du cadre réglementaire à la lumière du fonctionnement particulier des groupements d'employeurs pour sécuriser les pratiques de gestion. Vous souhaitez voir promus les dispositifs d'emploi qui tiennent compte de la possibilité d'un tiers employeur plutôt qu'une embauche directe. Comme vous le savez, notre projet fait un premier pas en ce sens. Il sera ainsi possible à un groupement d'employeurs de bénéficier des aides à l'emploi. Je pense par exemple à l'aide embauche PME. Nous avons mis en place depuis le 18 janvier près de 100 000 demandes. Nous avons eu en à peine 2 mois. Ils pourront en bénéficier, dont auraient d'ailleurs bénéficié les entreprises adhérentes si elles avaient embauché directement. Vous souhaitez également davantage de simplicité pour le développement des groupements d'employeurs multisectoriels et un interlocuteur unique pour résoudre les problèmes de gestion qui impliquent plusieurs administrations. Je comprends tout à fait ces préoccupations et suis totalement disponible pour examiner les exemples concrets qui se posent en la matière. J'ai parlé tout à l'heure de ma plateforme téléphonique en direction des TPE-PME. Peut-être que nous pourrions y rajouter, essayer d'en faire une porte d'entrée unique. Je suis prête à y travailler et s'il le faut préciser dans la loi, nous le ferons. Mais je crois qu'il est important de rechercher avec l'ensemble des ministères concernés un modus vivendi pour répondre précisément et que vous ne soyez pas ballottés d'un service à un autre. De la même façon, vous évoquez les mentions de la localisation du salarié sur le contrat de travail, le recensement des heures. Parlons de ces problématiques concrètement, opérationnellement, pour trouver les solutions les plus adaptées. Je transmettrai les messages à mes services. Tous les mois, que vous sachiez, je fais des visioconférences avec les préfets de région, avec les directeurs régionaux de Pôle emploi, avec les directs. N'hésitez pas à me solliciter à partir de cas pratiques, très opérationnels, afin que je puisse alerter l'ensemble des préfets, l'ensemble des services à ces occasions-là. Enfin, vous me demandez par ailleurs de promouvoir les groupements d'employeurs auprès des directs, des intermédiaires de l'emploi dans les territoires, des demandeurs d'emploi. Je partage bien sûr cette ambition et on a une journée le 21 avril prochain avec Emmanuel Macron et ça peut être vraiment le premier point de départ de cette action de promotion.
Donc d'ici là, faites-moi passer des exemples très concrets afin que je puisse déjà alerter les directs à cette occasion et puisse avoir des réponses beaucoup plus concrètes le 21 avril prochain. Un certain nombre de défis pour les groupements d'employeurs ne relèvent cependant ni de la loi ni de l'action publique. Le groupement d'employeurs est un pari à faire entre adhérents qui doivent accepter à la fois de mutualiser les mêmes ressources, là où habituellement, bien souvent, les entreprises souhaitent parfois les conserver, on va dire, jalousement. Je voudrais donc terminer d'un mot. On parle beaucoup d'agriculture responsable, terme là encore très à la mode. C'est assurément nécessaire, hein, loin de moi l'idée d'ironiser. Mais il y a aussi un enjeu fort à montrer que les agriculteurs sont des employeurs socialement responsables, qu'ils savent, avec les groupements d'employeurs, en accord avec les partenaires sociaux qui soutiennent cette démarche, apporter des solutions du bon fonctionnement, de bon sens tout simplement, pour combiner à la fois l'efficacité économique et l'efficacité sociale au service des territoires. Vous l'aurez compris, inutile de vous dire combien je me reconnais dans une telle ambition. Comptez donc sur moi pour faire une large promotion et pour vous aider à vous développer encore plus et à développer l'emploi à travers vous. Je vous remercie.